Respirez profondément, Léa. Respire. Tout ira bien. Thomas rassure Léa en courant à côté du brancard sur lequel elle est allongée. Son accouchement prématuré les avait précipités dans la salle d'opération pour une césarienne afin de mettre au monde leur triplé. Les grands yeux bruns de Léa reflétaient la peur et la douleur lorsqu'elle regardait Thomas. Elle grimace et tente de contrôler sa respiration. « C'est beaucoup mieux, » dit Thomas en souriant. Bien que l'anxiété coule dans ses veines, il fait appel à toutes ses forces pour avoir l'air fort pour Léa. À leur arrivée au bloc opératoire, une infirmière militaire se positionne pour empêcher Thomas d'entrer. « Vous savez que vous ne pouvez pas entrer, monsieur, » dit-elle fermement. « Seulement le père. »« Il ne viendra pas, » dit Thomas. « J'y vais pour soutenir ma sœur, et en plus ils sont médecins, mais je veux juste être aux côtés de ma sœur pendant l'opération, pas en tant que médecin. Cela présente toujours des risques. » L'infirmière objecte en secouant la tête. « C'est une situation à haut risque, et vous pourriez être tenté d'intervenir. »« Je suis pédiatre, pas obstétricien, » rétorque Thomas, le ton ferme. « Je ne ferai rien qui puisse compromettre le bien-être de ma sœur. S'il te plaît, ma sœur, il n'y a personne d'autre pour la soutenir. Léa a besoin de moi. » À contre-séhur, l'infirmière s'écarte. Thomas se déshabille pendant que les infirmières préparent Léa à l'opération, et bientôt il se tient à ses côtés. « Je n'aime pas ça, » murmure Léa. « C'est trop tôt. Et si l'un des bébés avait un problème ? » « Arrête de penser comme ça, » insiste Thomas en serrant fermement la main de Léa. « Nous avons discuté un nombre incalculable de fois des risques potentiels pour la santé, Léa. Nous sommes préparés à toute éventualité, » lui sourit Léa. « Je t'ai promis de prendre soin de toi et de mes neveux. » chuchota Thomas en serrant doucement la main de Léa. « Alors ne t'inquiète pas. L'intervention chirurgicale se déroule sans encombre. » Thomas tient fermement la main de Léa tout en jetant un coup d'œil sur la couverture protectrice qui enveloppe son abdomen. Son cœur se serra lorsqu'il aperçut son premier neveu qui venait de naître. Mon Dieu, il était si petit. Thomas observa avec anxiété l'infirmière qui transportait soigneusement son neveu pour le nettoyer et l'emmailloter. Sa préoccupation pour les prématurés était dévorante, ce qui lui fit momentanément oublier la détresse de Léa, jusqu'à ce que l'anesthésiste les avertisse d'une chute soudaine de sa tension artérielle. Le temps semble s'être arrêté, les battements du cœur de Thomas suspendus, tandis qu'il constate la pâleur du visage de Léa. Il lui parle, mais les mots lui échappent, ne laissant que le souvenir de Léa luttant pour se concentrer sur lui. « Reste avec moi, » dit Thomas en prenant doucement le visage de Léa dans ses mains, et en lui faisant tourner la tête pour qu'elle rencontre son regard. « Regarde-moi, Léa. Regarde-moi, Léa. » Les lèvres de Léa ont bougé, mais Thomas n'a pas pu discerner ces mots. Une infirmière l'éloigne en l'entraînant avec elle. La dernière image gravée dans son esprit est celle des yeux de sa sœur qui se révulsent. Alors que Thomas est escorté dans le couloir, l'obstétricien appelle d'urgence le chariot de réanimation. Le temps s'écoule et Thomas attend. Dès qu'il aperçut l'expression du médecin, il sut que les nouvelles seraient sinistres. « Je suis désolé, Thomas. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la sauver, mais nous n'avons pas pu contrôler l'hémorragie à temps, » explique le docteur Nichols avec tristesse. Ses 3 enfants sont à l'unité de soins intensifs néonatales, en sécurité et sous surveillance. Thomas est en état de choc. Comment Léa a-t-elle pu disparaître ? Tout allait bien il y a quelques instants. Que s'est-il passé ? Il baissa les yeux sur ses mains, se rappelant la chaleur de l'expression de Léa. Un souffle lui échappa alors qu'il prenait conscience de la situation. Il ne connaîtrait jamais les derniers mots qu'elle lui avait adressés. Les mots d'adieu de sa sœur étaient à jamais perdus, encore sous le coup de l'annonce de la mort prématurée de Léa. Thomas se retrouva face à la dernière personne qu'il voulait voir. « Où est-elle ? demanda Joe,
les yeux plissés. Maintenant, tu te soucies de savoir où elle se trouve? Thomas posa ses mains sur les épaules de Joe et le repoussa. Ça n'avait pas l'air de te déranger quand elle a dû passer une nuit dans la rue parce que tu étais en pleine cuite. Et où étiez-vous quand elle s'est effondrée il y a 4 heures? Ce ne sont pas tes affaires, Thomas, ricane Joe. Arrête de jouer les frères surprotecteurs et dis-moi où est Léa. Elle est à la morgue, espèce de salaud, répond Thomas en balayant avec colère les larmes qui coulent sur ses joues. Elle est décédée pendant la césarienne. Thomas se retourna pour s'éloigner, mais avant qu'il n'ait pu atteindre le bout du couloir, Joe lui attrapa le bras. Et les bébés? Où sont mes enfants? Demande Joe. Thomas se dégage avec force de l'emprise de Joe et lui fait face. Oubliez ses enfants. Il est hors de question que je les laisse vivre avec une personne aussi méprisable que toi. En fait, je ferai tout pour qu'ils ne découvrent jamais qui est leur père. Tu ne peux pas faire ça, dit Joe en serrant la chemise de Thomas dans ses poings. Thomas ricane amèrement. Les seuls droits auxquels tu sembles tenir sont ceux qui te permettent d'acheter de l'alcool et de te saouler. Pars maintenant, ou je demande à la sécurité de te jeter dehors. Dit Joe en quittant l'hôpital. Thomas était déterminé à ne jamais confier ses enfants à Joe. Il a contacté ses avocats à ce sujet. Une semaine plus tard, bien qu'il n'y ait aucune garantie que le tribunal accorde à Thomas la garde de ses neveux, lui et son avocat sont confiants dans leur capacité à gagner la bataille juridique contre l'action en justice de Joe. C'est aujourd'hui que débute la procédure judiciaire. La juge se racle la gorge. Permettez-moi de clarifier cette affaire. Monsieur Joe Dawson, vous n'étiez pas marié à Léa, la mère des enfants, et vous ne l'avez pas soutenue financièrement pendant sa grossesse? Joe entrecroise ses doigts. Votre honneur, je travaille comme cuisinier dans un fast-food et je n'avais pas les moyens de la soutenir autant que je l'aurais voulu. C'est aussi pour cela que nous ne nous sommes pas mariés. Excusez-moi, votre honneur. Intervient l'avocat de Thomas en se levant de son siège. Mon client possède des SMS et des notes vocales de sa défunte sœur, indiquant clairement que Monsieur Joe Dawson est un buveur fréquent et excessif, et qu'elle a refusé de l'épouser s'il ne cherchait pas à se réadapter. C'est un mensonge. Joe a crié. Ne parlez pas à tort et à travers dans ma salle d'audience, Monsieur Joe Dawson. La juge l'a réprimandé en le fixant d'un regard sévère. Elle demande à revoir les messages et les transcriptions. Au fur et à mesure qu'elle les lisait, son expression devenait de plus en plus sombre. Ces messages indiquent que vous êtes émotionnellement instable, Monsieur Joe Dawson, et que vous avez l'habitude de prendre de mauvaises décisions et de consommer de l'alcool, ce qui est incompatible avec le fait d'être un parent responsable. Avez-vous des preuves pour réfuter ces affirmations? Joe jette un coup d'œil à son avocat, qui se contente de grimacer. Joe croise le regard de Thomas, semblant sur le point d'éclater de colère ou de se lancer dans une dispute, mais il finit par baisser la tête. Non, madame, dans ce cas, j'accorde la garde complète au docteur Thomas. Annonce la juge en tapant sur son marteau. Debout sur les marches du palais de justice, Thomas s'arrête et contemple le soleil naissant. Le soleil brille après avoir traversé les nuages. L'odeur de la pluie flottait dans l'air et le monde se sentait rafraîchi et renouvelé. Ne bougez plus. Thomas se retourna juste au moment où Joe se précipitait sur lui. Il avait les larmes aux yeux et lançait un regard haineux à Thomas. Je ne te laisserai pas me faire ça. Grogna Joe. Ce n'est pas parce que tu as des richesses que tu peux m'enlever mes enfants. Je me battrai pour eux. Je reviendrai, même si cela prend des mois ou des années. Je ne manquerai pas de vous reprendre mes enfants. Je suis leur vrai père et ils ont besoin de moi. Dit Joe, presque en pleurant. C'est ça ton problème, rétorqua Thomas en pointant un doigt vers Joe. Joe resta en état de choc tandis que Thomas se détournait et descendait les marches d'un pas vif.
Le chagrin qui résidait dans le cœur de Thomas depuis la mort de Léa se dissipait peu à peu, laissant place à l'avenir prometteur qui s'offrait à lui et à ses neveux. Cependant, Thomas découvrit bientôt que cette cour triomphale avait un prix élevé. Thomas se dépêche de rentrer chez lui, de franchir la porte et d'appeler sa femme, Susanna, mais il est accueilli par la vue de valises pleines à craquer, ce qui le fige. « Je suis désolé, Thomas. » Susanna sort du salon. « Je t'aime profondément et je comprends que tu fasses une noble chose en accueillant les enfants de Léa. Mais ce n'est pas un choix qui correspond à mes désirs. » Mais Susanna. Dot, non, Susanna secoue la tête. « Je ne crois pas que je veuille d'enfants du tout, et maintenant il y en aura 3 en même temps, tous prématurés et nécessitant des soins supplémentaires. » Une larme coule sur la joue de Susanna. « Je ne peux pas le supporter et je ne veux pas le supporter. Que l'âme de Léa repose en paix, mais je ne peux pas supporter le poids des conséquences de ses choix. » Thomas ne sait plus où donner de la tête. Il aurait aimé pouvoir persuader Susanna de rester, lui assurer que tout s'arrangerait et qu'ils surmonteraient ensemble tous les défis. Mais il ne put que la regarder partir dans un silence stupéfait, en accrochant ses clés au crochet de la porte. Il resta debout longtemps après le départ de Susanna, mais il comprit enfin qu'il était seul à présent. Thomas tendit la main vers une bouteille d'alcool que Susanna et lui avait gardée dans le placard pour les invités, mais il hésita. Il sortit son téléphone de sa poche et fixa l'image de ses neveux triplés qui s'affichait sur l'écran verrouillé. Susanna avait raison. S'occuper de 3 enfants en bas âge serait exigeant, mais quel autre choix ai-je, dit Thomas en se sentant triste. Il ne pouvait pas imaginer les laisser aux soins de Joe, une personne qui consacrait plus de temps à la bouteille qu'aux enfants du service de néonatologie réunis. Thomas jeta un coup d'œil à la bouteille d'alcool posée sur le comptoir de la cuisine. S'il s'abandonnait au désespoir, s'il tentait ne serait-ce qu'une fois de noyer son chagrin dans l'alcool, il ne deviendrait pas meilleur que Joe. Non. Thomas remit la bouteille dans le placard et ferma la porte. Je refuse de devenir la personne que je méprise. J'ai 3 beaux enfants qui comptent sur moi, et je ne les laisserai pas tomber. Thomas s'assit pour un dîner solitaire, puis il entra dans la chambre d'enfant. Il avait acheté et monté 3 berceaux, rempli les tiroirs de vêtements de bébé et les 3 placards du coin de couche et d'autres articles essentiels. En allumant la veilleuse, il admira les motifs étoilés projetés sur les murs. « Bientôt, mes neveux et moi entamerons une nouvelle vie ensemble, » murmura-t-il. Le nouveau-né a passé plusieurs mois à l'hôpital. L'équipe médicale veille à surveiller de près l'état de santé général du bébé, sa fonction respiratoire, sa capacité à se nourrir, sa prise de poids et d'autres facteurs, afin de déterminer quand le bébé est prêt à sortir de l'hôpital. Elle tient également compte de la disponibilité d'une assistance médicale et de soins appropriés à domicile. Thomas pensait être prêt. Il avait pris une semaine de congé, établi un emploi du temps de base et demandé l'aide d'une nounou expérimentée, Rosa. Cependant, quelques semaines plus tard, alors qu'il ramenait Andrew, Jadon et Noah à la maison, il s'est rapidement rendu compte du chaos accablant qui l'attendait. Rosa, qui avait l'habitude de s'occuper de plusieurs bébés, a montré à Thomas une technique permettant de nourrir 2 des garçons simultanément pendant qu'il s'occupait du 3e. Ils changèrent efficacement les 3 nourrissons, les installèrent pour dormir et eurent à peine le temps de discuter des subtilités de la prise en charge de triplés que les pleurs éclatèrent. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» Thomas a sorti Noah de son berceau et l'a pris dans ses bras. Le petit Noé donnait des coups de pied dans ses jambes et essayait de se dégager de la couverture dans laquelle il était emmailloté. « Je suppose que je ne t'ai pas assez bien enveloppé, hein ?» Thomas souleva le bébé sur son épaule, s'assurant d'avoir une main libre. En réponse, Noah a rapidement régurgité du lait sur le dos de Thomas. Pendant ce temps, Andy et Jadon s'étaient également réveillés. Rosa s'empressa de prendre Andy dans ses bras. Ses bras expérimentés le réconfortaient tandis qu'elle balançait le berceau de Jadon avec son pied.
Allez changer de chemise, docteur Spellman. Conseilla Rosa en lui tendant une serviette. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous soulèverez un bébé, mettez d'abord un linge sur votre épaule. La journée se passa dans un tourbillon de biberons, de changements de couches et de nettoyage des inévitables saletés de lait craché, d'excréments et d'urine. Comme Rosa l'avait assuré. Elle assura à Thomas qu'il se débrouillerait très bien une fois qu'elle serait partie pour la journée. Cependant, alors qu'ils approchaient de la deuxième tétée, tout sembla s'effondrer. Il n'était que 20 heures, mais Thomas était déjà épuisé. Les soins prodigués au triplet toute la journée l'avaient épuisé, et il n'avait pas prévu la vigilance constante nécessaire pour répondre à leurs moindres cris. Incapable de gérer la technique d'alimentation de Rosa pour 2 bébés simultanément, il se retrouva à s'occuper de chacun d'eux individuellement pendant que les autres pleuraient inconsolablement. Après avoir finalement installé les garçons, s'être rassuré qu'ils avaient fait leur rot et qu'ils dormaient, Thomas s'est glissé dans son lit. L'absence de Susanna à ses côtés pesait lourdement, intensifiant sa nervosité. Chaque fibre de son être restait en alerte, anticipant le son d'un gémissement à tout moment. Dans le silence qui persistait, son anxiété ne faisait que croître. Thomas se glissa dans la chambre d'enfant faiblement éclairée, se penchant sur le berceau de Jadon jusqu'à ce qu'il entende le doux rythme de sa respiration. Il se dirigea ensuite vers les berceaux d'Andy et de Noah, rassuré par la tranquillité de leur sommeil. Satisfait que les garçons soient en sécurité, il se prépara à partir. Cependant, dans l'obscurité, il trébucha sur une poubelle mal placée, éparpillant des couches usagées sur le sol. En se baissant pour les ramasser, sa tête heurta le coin de la table à langer, provoquant un juron involontaire. Andy fut le premier à se réveiller, rapidement suivi par ses frères, leurs cris résonnant dans la pièce. Thomas mit de côté les couches éparpillées et s'appliqua à endormir les garçons, mais ils devaient déjà être nourris. Il fallait à nouveau changer les couches, et le cycle continuait. Le temps que Thomas retourne dans son lit. Le réveil sonne. Thomas courut accueillir Rosa lorsqu'elle arriva. Son pyjama était taché de lait et il n'avait pas eu le temps de se changer, de se doucher ou même de se brosser les dents. « Heureusement que tu es là », dit Thomas en donnant Andy à Rosa et en se précipitant vers la chambre d'enfant. Ils viennent de se réveiller et ont besoin d'être changés. Thomas souleva délicatement Noah de son berceau et le plaça doucement sur la table à langer, commençant la routine familière d'enlever sa grenouillère et sa couche. Un jet d'urine soudain le prit au dépourvu, l'éclaboussant sur le côté juste au moment où il tendait la main pour prendre une nouvelle couche. Rosa, qui entre dans la pièce, observe la mésaventure et fait part de sa sagesse. « Il faut être très prudent avec les petits garçons », conseille-t-elle sagement. Thomas laisse échapper un reniflement de frustration. « Pourquoi suis-je si incompétent dans ce domaine ? Je suis pédiatre, pour l'amour du ciel. J'ai passé toute ma carrière à travailler avec des enfants et des bébés. » Il serre la mâchoire, luttant contre les larmes qui montent à l'intérieur. « Docteur Thomas, vous commettez une erreur courante. » Rosa s'est interposée, l'écartant doucement et prenant en charge le changement de Noah. « Vous êtes peut-être un médecin compétent et un homme intelligent, mais l'art de prendre soin des bébés s'acquiert par l'expérience pratique, pas seulement par des connaissances théoriques tirées de livres et de blogs. » Rosa a rapidement changé la couche de Noah et l'a rendue à Thomas. « Maintenant, laissez-le s'allonger et apportez-moi le prochain petit. Après cela, il est temps pour vous de vous reposer, docteur Thomas. Faites votre toilette et passez une bonne nuit de sommeil, vous vous sentirez beaucoup mieux. » Grâce aux conseils patients de Rosa, Thomas trouve peu à peu ses marques dans la routine quotidienne des soins prodigués à ses neveux. Il continua à remplir son rôle de tuteur dévoué. Bien qu'avec une pointe d'anxiété persistante au fur et à mesure que les garçons grandissaient. Rosa est restée une source de soutien inébranlable, offrant sa patience et son expertise aux enfants et à Thomas. Pendant que Thomas travaillait à l'hôpital, Rosa s'occupait des enfants. 5 ans plus tard, Andrew,
Jaden et Noah ont grandi en aimant Thomas et Rosa. Et puis, un jour, c'est arrivé. Vous avez pris sa température il y a 5 minutes. Rosa écarte Thomas et son thermomètre, se concentrant sur l'habillage de Noah, 5 ans, pour la journée. Il s'agit simplement d'un petit reniflement, docteur Thomas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais que se passerait-il si? Thomas commença à s'inquiéter. Non, Rosa lève le doigt, mettant fin à ses inquiétudes. Ce n'est pas parce que vous avez une connaissance encyclopédique des problèmes médicaux que vous devez vous préoccuper de chaque symptôme mineur. Tu es pire que ces mères qui consultent Internet et supposent que leur bébé est atteint d'une maladie rare. Thomas poussa un soupir, se rendant compte de la sagesse des paroles de Rosa. Il accepta à contre-ségur son expérience et partit au travail, bien que la maladie de Noé ait déjà déclenché un mal de tête. Prenant quelques analgésiques, il se rendit à ses rendez-vous de la matinée. Mais à l'heure du déjeuner, il se sent très mal. Thomas entre en titubant dans la cafétéria de l'hôpital, les lumières vives du plafond se reflétant sur les surfaces brillantes en acier inoxydable de la salle de service comme des étoiles aveuglantes. S'approchant du comptoir, il s'efforce de se souvenir de la raison de sa venue et est assailli par une odeur inhabituelle. Thomas n'a pas eu le temps ou la présence d'esprit de se rendre compte que quelque chose n'allait pas avant de s'effondrer sur le sol. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve allongé sur le côté, sur le sol de la cafétéria. Un médecin familier est accroupi à proximité. Son visage est reconnaissable au milieu de la confusion. « Tu m'entends, Thomas ? » « Quoi ? Je ne comprends pas. » Thomas tente de se redresser, aidé par le médecin qui s'approche pour le soutenir. « Vous avez une crise, Thomas, mais votre état est stable. » « Une crise ? » Thomas secoua la tête en signe d'incrédulité, mais le mouvement aggrava son mal de tête. « Ce n'est pas possible. Je suis neurologue, Thomas, et je peux confirmer que vous venez de faire une crise. » Le visage du médecin est préoccupé. « Il faut absolument que vous soyez examiné immédiatement. Venez avec moi pour que nous puissions faire les examens nécessaires tout de suite. C'est une affaire sérieuse. » « Ah, d'accord. » Thomas regarde fixement le médecin, n'arrivant toujours pas à saisir la réalité d'une crise d'épilepsie. Il reprit son calme, se leva et remarqua les regards attentifs des infirmières et des médecins qui se trouvaient à proximité. Thomas suit le neurologue dans son bureau pour un examen approfondi. Alors que le médecin évalue ses réactions à divers stimuli, le malaise grandissant de Thomas laisse présager que quelque chose d'important ne va pas. « Je vais vous faire passer un scanner. » l'informe le neurologue. En fonction des résultats, nous devrons peut-être aussi procéder à une IRM. En arrivant chez lui, Thomas aperçoit une silhouette familière appuyée contre une voiture garée devant sa maison. Immédiatement, son instinct protecteur s'emballe. Les mains tremblantes, il aide Jaden, Noah et Andy à porter leur sac à dos jusqu'à la porte d'entrée. « Vous trois, allez à l'intérieur et voyez ce que Rosa a préparé pour le déjeuner. » Thomas dit au garçon, « Je vous rejoins tout de suite. » Dès que la porte d'entrée fut fermée et sécurisée, Thomas se dirigea vers l'homme qui se tenait sur le trottoir. « Je suis venu réclamer mes enfants. » Joe dit à l'approche de Thomas, « Réclamer tes enfants ? » « Ah ! Je les ai élevés et je subviens à leurs besoins depuis 5 ans. Tu n'es rien pour eux. » Thomas rétorque. « Tu te trompes. J'ai consacré chaque jour de ces 5 dernières années à atteindre la stabilité financière. Je suis resté sobre pendant 4 ans et j'ai trouvé un bon emploi. » Joe tapote affectueusement le capot de sa voiture. « J'ai toujours su que je n'abandonnerais pas. Et maintenant, le temps est venu pour mes enfants de revenir à la maison auprès de leur père. Pas sur votre vie. » Thomas pointe un doigt accusateur vers Joe. « Si vous pensez qu'une voiture rutilante et un effort symbolique pour rester sobre convaincront un juge de vous accorder la garde de vos enfants, vous vous trompez lourdement.
Économisez votre salive et retournez dans les profondeurs, là où vous devez être. Cependant, Joe fait la sourde oreille aux paroles de Thomas. On se voit bientôt au tribunal, dit Joe avant de partir. Un mois plus tard, Thomas se retrouve de nouveau au tribunal, dans une bataille pour la garde des triplés. Tout semblait aller pour le mieux, et Thomas était confiant dans sa capacité à conserver la garde, jusqu'à ce que l'avocat de Joe dévoile la vérité cachée. Nous avons récemment appris que le docteur Thomas suivait un régime spécifique de médicaments sur ordonnance, a révélé l'avocat de Joe. Objection, intervient l'avocat de Thomas en se levant. Je l'autorise, car la santé du tuteur a un impact direct sur la procédure, autorise le juge, faisant signe à l'avocat de Joe de continuer. Comme je le disais, mon consultant médical affirme que cette combinaison particulière de médicaments est généralement utilisée dans le traitement d'une tumeur cérébrale, dit l'avocat en s'adressant directement à Thomas. Pouvez-vous confirmer, docteur Thomas, que vous suivez un traitement pour une tumeur cérébrale inopérable? Thomas incline la tête en signe de reconnaissance. Oui, c'est exact. Depuis combien de temps, docteur Thomas? Demande le juge. Mon neurologue a posé le diagnostic après que j'ai eu une crise au travail il y a quelques mois. Je prends actuellement des médicaments pour réduire la tumeur et prévenir d'autres crises. Joe observe Thomas pendant qu'il détaille son état de santé au juge et une vague d'émotions inattendues le submerge. C'était censé être son moment de triomphe, sa justification contre l'homme qui lui avait enlevé ses enfants. Cependant, au lieu de se sentir victorieux, Joe a ressenti un pincement au cœur. Alors que Thomas parlait de ses crises, de l'impact de ses médicaments et de la façon dont il avait adapté sa vie pour le bien des triplés, Joe a commencé à saisir la profondeur de l'amour que cet homme avait pour les enfants, au point de sacrifier son propre bien-être. J'espère que vous comprenez, docteur Thomas, que cette décision n'est pas prise à la légère. Cependant, l'intérêt supérieur des enfants doit être notre première préoccupation, a déclaré le juge d'un air solennel. Vous devez faire face à un problème de santé important et un voyage difficile vous attend. C'est pourquoi je confie la garde des enfants à leur père biologique. Vous avez 2 semaines pour faire les préparatifs nécessaires. Joe a ressenti un élan de joie à l'idée d'avoir enfin la possibilité d'être père, mais les larmes de Thomas ont refroidi son exaltation. C'était une victoire douce amère, sachant le sacrifice que l'homme avait fait pour le bien des êtres chers qu'il partageait. En y réfléchissant, Joe se souvient parfaitement de la douleur qu'il a ressentie lorsqu'il a perdu la première bataille pour la garde de l'enfant contre Thomas. Cette défaite lui avait servi de signal d'alarme et l'avait poussé à changer de vie. Chaque fois qu'il avait failli ou qu'il avait été tenté par ses vices passés, les mots passionnés de Thomas sur les marches du palais de justice avaient résonné en lui, lui rappelant ce qui comptait vraiment. 2 semaines plus tard, Joe arrête sa voiture devant la maison de Thomas. Thomas attendait dans l'allée, entouré des garçons qui s'accrochaient à lui comme du velcro. Les garçons, vous êtes impatients de partir? Joe rayonne en s'agenouillant devant les enfants. Allez faire vos valises. Instantanément, les 3 enfants ont poussé des cris comme si leur monde s'était écroulé, se réfugiant derrière Thomas. Ne les laissez pas nous emmener, sanglote l'un d'eux. Nous ne partons pas, cria un autre garçon. Venez, les garçons, dit Thomas en s'accroupissant et en étreignant chaleureusement les triplés. Vous vous souvenez de notre accord? Joe va très bien s'occuper de vous, et je viendrai vous voir tous les week-ends. Thomas réussit à esquisser un sourire doux amer en embrassant délicatement chaque enfant sur le front. Il est temps de partir. Le cœur de Joe se brisa lorsqu'il vit Thomas pousser les triplés vers lui. Il n'avait jamais imaginé que le jour où il ramènerait enfin ses fils à la maison lui donnerait l'impression d'être un tel méchant. Au lieu de me battre pour les garçons comme s'ils étaient des biens, je devrais me battre pour ce qu'il y a de mieux pour eux, se dit-il en s'approchant de Thomas et des enfants pour les serrer dans ses bras. Joe aide ensuite Thomas à porter les sacs des enfants à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur,
l'atmosphère de la maison est devenue sombre. Les garçons s'accrochent à Thomas, leurs larmes tachant sa chemise, tandis que Joe se tient à proximité, ne sachant comment soulager leur détresse. Il se rend compte que cette transition sera bien plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Thomas se dégagea doucement de l'étreinte des garçons et s'agenouilla à leur hauteur. Avec un sourire rassurant, il leur parla doucement. « N'oubliez pas, mes petits guerriers, qu'il ne s'agit pas d'un adieu définitif. Vous serez toujours aimés et chéris, où que vous soyez. » Joe les rejoint et s'agenouille à côté de Thomas. « C'est vrai ? Les garçons. Nous allons créer de nouveaux souvenirs ensemble, et votre oncle Thomas fera partie de vos vies, à chaque étape. » Malgré les reniflements et les larmes, les garçons acquiescèrent avec hésitation, trouvant du réconfort dans la présence familière des deux hommes. Il leur faudrait du temps pour s'adapter à ce nouveau chapitre de leur vie, mais ils avaient une base solide d'amour et d'engagement pour les guider. Alors qu'ils se préparent à partir, Thomas raccompagne Joe à la porte. Leurs regards se croisèrent, chargés d'un mélange d'émotions, de gratitude, de regrets, et d'une compréhension partagée que leur objectif commun était le bien-être des garçons. « Merci, » murmura Joe, la voix chargée de sincérité. « Prends bien soin d'eux, Joe. »« Et n'oublie pas qu'ils ont besoin de nous deux, » répondit Thomas, la voix étranglée par l'émotion. Après un dernier regard, Joe acquiesça et sortit dans le monde avec ses fils à ses côtés. Le poids des responsabilités s'abattit sur ses épaules et il se promit d'être le meilleur père possible. Pendant ce temps, Thomas les regardait partir depuis l'embrasure de la porte, une boule dans la gorge. Il savait qu'il ne serait pas facile de lâcher prise, mais il se consolait en sachant que les garçons seraient aimés et pris en charge. Ils continueraient à jouer un rôle vital dans leur vie, en tant que source inébranlable de soutien et d'amour. Alors que la voiture disparaissait, Thomas referma la porte, prenant une profonde inspiration pour calmer ses émotions. La maison semblait vide, résonnant des souvenirs, des rires et du battement des petits pieds. Mais il savait aussi qu'un nouveau chapitre l'attendait, un chapitre rempli de week-ends d'aventures partagées, d'histoires à dormir debout et d'amour inconditionnel, avec une détermination renouvelée. Thomas tourna son regard vers l'avenir, prêt à endosser le rôle d'un oncle dévoué et d'un pilier de force pour les garçons qu'il chérissait si profondément. Une semaine plus tard, Susanna apprend ce qui est arrivé à Thomas et décide de rentrer chez elle. Elle supplie Thomas de lui pardonner. Thomas est choqué de la voir. « Je suis prête à avoir des enfants maintenant, Susanna, » dit-elle, presque en pleurant. « Tu me manques beaucoup, Thomas. » Thomas prit sa femme dans ses bras. « Je t'aime, Susanna, quoi qu'il arrive, tu es toujours ma femme. »« Merci, chérie, » dit Susanna. C'est un bon jour pour Thomas et Susanna qui se retrouvent.